We don't know. Pace. Non, désolé, ils sont pas en playoff. On va pas parler d'eux aujourd'hui. Peut-être un jour, si Kawhi retourne là-bas et qu'il a un shoot un petit peu chanceux qui tombe dedans. Pas tout de suite, apparemment. Non. Bon, on va parler de playoffs comme j'étais en train de vous parler, mais des équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. Et aujourd'hui, on va vous parler des previews qui concernent les Pacers face aux Milwaukee Bucks. Deux franchises qui s'adorent actuellement. Elles s'aiment beaucoup. Et du coup, on va essayer de débriefer tout ça juste après ce petit générique. Tu l'as bien compris. Si tu as suivi un peu les 2 dernières vidéos, comment ça fonctionne ici, en termes de preview, je te donne bien évidemment le classement, même si tu l'as probablement déjà avec les brackets NBA. On te dit s'il correspondait ou non à notre preview de pré-saison, voir si on a eu l'œil visionnaire. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas éliminé des brackets dès le play-in. Après, il y en a qui ont plus de vision que d'autres. Je vois pas de quoi tu parles. Ensuite, on vous présente un peu la dynamique de fin de saison, les 22 derniers matchs, si c'est du positif, du négatif, ou de l'égalité, ça arrive. S'il y a eu un petit événement marquant et qui a déclenché un moins bien ou un mieux dans la saison de l'équipe. Et ensuite, on essaye de déterminer un peu les joueurs clés, le coach qui aura l'avantage, et la bascule, c'est-à-dire qu'est-ce qui changera ou qu'est-ce qui fera que l'équipe passe le tour ou s'arrête ici et qui retourne sur le banana boat. On verra ça. Ce qui peut être mieux pour certains. Oui, bien sûr, de partir tout de suite, moi j'aurais pris des vacances anticipées. Et bien sûr, du coup, on finira par le pronostic. Et on va commencer, donc, comme annoncé en intro, à parler d'Indiana face à Milwaukee. Messieurs les Bucks de Milwaukee, entraînés par ce cher Doc Rivers, une équipe un petit peu... On a déjà une réponse à une rubrique. On a déjà une réponse à la rubrique suivante, sans spoiler. Mais évidemment, le choix sera très rapidement fait sur cette rubrique. Pour faire un petit récap rapide de leur saison, comme Jérém vous l'a annoncé. Saison en 48-34. Vegas avait annoncé un over-under de 51, donc ils sont un petit peu en dessous. Ils sont dans le même standard que l'année dernière, sauf que l'année dernière, ils avaient fini 3e. Là, ils finissent 5e de l'Est. Moi, je les avais mis 7e, et je me rappelle plus combien tu les avais mis, mais je crois que tu les avais un petit peu mieux que ce que j'avais mis. Oui, ils étaient 3e dans mes... Non, pardon. Non, j'avais mis les Sixers 3e, ils étaient 5e. Ouais. Donc j'avais plutôt misé dans le mille. Dans le mille, en fait. Un peu comme les brackets, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que t'es pas encore éliminé des brackets. À un moment donné, il y a des gens qui ont des boules de cristal, d'autres non, je veux dire, voilà. Arion Sport et Trash Talk qui sont déjà en train de m'appeler en me disant écoutez, on est en train de préparer vos 5000 €. Mais oui, ils sont en train de préparer l'Elias. Du coup, pour revenir sur des choses un petit peu moins joyeuses, le début de saison des Bucks, qui font un début de saison très compliqué, à tel point qu'au bout de 10 matchs, ils sont en 8 défaites pour 2 victoires. Et du coup, le 10 novembre, on vous sort un épisode qui s'appelle Milwaukee Sucks. Parce que c'est la cata. En plus de ça, t'as des déclarations de Giannis qui peuvent être plus ou moins mal interprétées, où il dit que si t'as pas envie d'être là, que t'as pas envie de faire le travail, et bah t'es pas obligé de rester. L'interprète comme on veut, mais c'est vrai qu'à l'époque ça avait beaucoup fait parler, et ça se demandait si c'était directement adressé à Damian Lillard. Ensuite, ça relève la tête un petit peu après cet épisode avec
le point culminant, en gros, où ça va mieux, c'est quand ils remportent le In-Season Tournament / NBA Cup, appelez ça comme vous voulez, en battant OKC. Sur le match, tu as tous les 2 franchise players des Bucks qui sont à plus de 20 points. Et je sais pas comment tu le perçois à cette période-là, mais j'ai l'impression que le ressenti général, c'est un peu, bon, ça y est, la réunion entre ces 2 joueurs-là qui a eu lieu il y a 1 an, ça a mis du temps à se mettre en place, mais 12 mois après, on y est, et ça va mieux, cette fois-ci, ça a pris, et c'est de bonne augure pour la suite. Fonctionnement, ouais, là, on se demandait, quand il est arrivé, non, mais après les premiers matchs, on se disait, au final, les 2, ça va Est-ce que ça va coller ensemble. Ouais. Oui, effectivement, ça a matché un petit peu là avec le fait qu'il remporte le tournoi de mi-saison là. Après, Damien Lillard a enfin un titre. Ouais. Pardon. Je sais pas si c'est celui qui veut réellement. Ce sera sûrement le seul qu'il aura dans sa vie. Oula. Oh pardon. J'ai pronostiqué. Non, parce que Matteo, il a dit qu'ils avaient le titre cette année, les Bucks. Excusez-nous. Les gens qui écrivent des articles, mais oh là là. Ils ont pas la boule de cristal. Non, après oui, il y avait un mieux. Il y a eu l'effet de notre vidéo qui a fait switcher. Ils ont regardé, ils se sont dit merde, faut qu'on sorte. C'est vrai qu'on s'affiche, let's go. De cette spirale. Non, oui, une meilleure équipe et un meilleur jeu. Je sais pas si on peut aller jusque là mis en place. Mais en tout cas, oui, des victoires retrouvées et du coup une remontée au classement. Le problème, c'est que on se dit tout ça au moment de la victoire du In-Season Tournament, et 2 jours plus tard, ils jouent contre les Cavs, ils perdent de 23 points, mais il pourrait y avoir beaucoup plus d'écart, ils se font laver complet. Alors je sais, il y en a qui nous ont dit oui, c'est normal, 2 jours après une finale, même si c'est pour la NBA Cup, avec le voyage à Vegas, etc. Mais moi je trouve que ce truc-là qui s'est passé sur ces 2 jours-là d'écart en décembre, je trouve que c'est un peu symptomatique de la saison des Bucks, où en fait, on n'a jamais trop su à quoi s'attendre. Et d'ailleurs, sur la même période, qui va de mi-janvier, de mi-décembre à mi-janvier plutôt, ils vont perdre 2 fois contre les Blazers qui mettaient pas un pied devant l'autre, ils vont perdre contre les Bulls, et puis dans le même temps, ils vont aller battre le Magic et les Pacers, par exemple. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le résumé global de la saison, c'est que c'est un peu impronosticable en fait les Bucks. Ils vont aller faire des grosses victoires contre certaines équipes, mais ils vont régulièrement perdre dès que c'est des adversaires directs. Il y a du mieux, mais en même temps c'est pas flamboyant, et je trouve qu'en fait la 5e place leur correspond parfaitement. C'est ça. C'est oui, non, des victoires sur des gros matchs, des peu de victoires enchaînées, sur du long terme en tout cas. Et du coup, ça les met mi-classement, parce qu'ils restent avec de gros joueurs et du coup qui les permettent de gagner certains matchs. Et puis, c'est vrai, je l'ai pas cité, ils gagnent aussi quand même quelques matchs, pas mal de matchs, entre guillemets, puisque bon, 48-34, c'est quand même assez largement positif. Parce qu'ils ont un Giannis qui en fait fait une saison niveau MVP s'il n'y avait pas les 2 extraterrestres qui sont devant lui en fait. C'est ça qui les maintient complètement à flot. Et Lillard qui va bien, et je parlerai de ce qui s'est passé dans leur saison qui est un peu l'événement majeur de la saison, bien que ça soit pas le top, c'est la blessure de Lillard, mais du coup j'en parlerai dans la dynamique, puisque en fait comme ça se fait sur la fin de saison, je reviendrai un peu là-dessus à ce moment-là, mais je te laisse nous faire le récap des adversaires de ces chers Bucks. Ouais. Pour ce qui est du coup des Pacers, on tombe à la 4e place. Avec un beau 52-30 en ratio victoire. C'est quelque chose
d'attendu plus ou moins. En tout cas, une nouvelle fois, là, j'avais mis dans le mille, je les avais mis aussi 4e en termes de preview de pré-saison. Ouais. Je pense qu'ils sont sur la suite clairement de leur saison précédente. L'effectif est quasiment le même. Il n'y a pas de changement majeur. Problème. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, vu le résultat et la place à laquelle il tombe, mais il y a eu un démarrage un peu poussif, un Ce que j'allais Tyrese dire, Haliburton qui n'était pas... c'est presque dommage même le début de saison en fait, vu la suite. Bon, ils auraient pu, oui, franchement, aller facilement accrocher la 3e place de New York si Haliburton ne se manque pas sur le début de saison. Moi, c'est un peu ce que j'ai mis dans l'événement de la saison, ce qui a changé leur saison, c'est de retrouver un Tyrese Haliburton au niveau attendu. C'est-à-dire un niveau All-Star. Et après, bien sûr, tu as des compléments d'effectifs qui sont toujours là et qui sont les mêmes, un peu de ce qu'on disait la saison précédente, que ce soit avec l'arrivée de Siakam l'année dernière, Miles Turner qui est présent depuis des années mais qui fait toujours son taf, et après les mecs qu'on a toujours cités un peu dans les potentiels 3e hommes, que ce soit les Nembhard, les Mathurin, les choses comme ça, ou même les Aaron Nesmith qui sont toujours présents dans l'effectif. Après, saison très intéressante, je trouve, de ce joueur. Ouais. Un effectif... pardon. Un calendrier et des victoires un peu en dents de scie, avec, malgré tout, si on arrive maintenant à parler des dynamiques de chaque équipe, on tombe sur la dynamique de fin de saison des Pacers qui est clairement en hausse. On est à 15 victoires pour seulement 7 défaites. Ouais. Donc pour le coup, on est clairement sur une dynamique playoff, et sur ce que je disais un petit peu au début, c'est que ils ont enfin retrouvé la stabilité de l'effectif avec le niveau peut-être plafond qu'ils peuvent avoir, en étant toujours 4e à l'Est, et passer un tour de playoff, même si on n'en est pas encore là face aux Bucks, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un peu l'effectif global et le résultat global qu'on obtient à chaque fois des Pacers. C'est une bonne équipe. Je passe un premier tour, certes des fois un peu plus, mais on finit toujours par retomber sans aller en finale ou même remporter un titre. Ouais. Et bon, c'est vrai que l'année dernière, ils avaient fait un beau parcours en play-off, mais ça avait souvent été un petit peu décrédibilisé, on va dire, parce que les équipes qui étaient en face avaient toujours des joueurs blessés, que ça soit Giannis avec les Bucks, et puis ensuite les Knicks qui étaient décimés, etc. Mais malgré tout, comme tu disais, je trouve que la dynamique de fin de saison est impressionnante et intéressante pour les Pacers. Et en plus, ils ont gagné des matchs dans le clutch, ils ont des joueurs qui sont capables de le faire. J'ai l'impression que Rick Carlisle utilise de mieux en mieux son effectif, et qu'en fait, ils arrivent à un moment où tout le monde est revenu, tout le monde est en forme, chacun a retrouvé son poste, Mathurin ressort du banc. Voilà, ils sont prêts. Je trouve que eux, pour le coup, il y a des équipes qui arrivent plus ou moins dans le bon timing. Eux, je trouve que ça fait partie des équipes qui arrivent dans le meilleur timing, même si la fin de saison est pas parfaite, elle est clairement positive. Et en tout cas, en termes de dynamique, je trouve qu'ils arrivent super bien. Pour faire la comparaison avec la dynamique de fin de saison des Bucks, eux, ils sont en 13-9, donc eux aussi, c'est positif. Mais encore une fois, c'est pas pour détruire à chaque fois les Bucks. J'ai envie de scinder en fait les 22 derniers matchs en 2 parties, parce qu'en fait sur la première partie, ils sont en 5 victoires pour 9 défaites. Et en fait, c'est là, lors des 8 derniers matchs, alors certes, ils finissent par 8 victoires, donc on peut se dire, c'est bien, ils arrivent à bloc avant les playoffs, etc.
Mais en fait, dans ces 8 victoires, en plus de ça, ils battent 2 fois les Pels, ils battent les Sixers, ils battent 2 fois les Pistons, qui avaient plus rien à jouer sur les 2 derniers matchs, et les Suns, je crois que j'ai pas cité non plus. Donc en fait, sur ces 8 victoires, c'est pas non plus des victoires retentissantes, et encore une fois, c'est bien, t'as assuré les matchs, mais c'est pas non plus fou. Et puis, du coup, j'en parlais un petit peu sur l'événement qu'il y a eu dans la saison. Le 26 mars, t'apprends que potentiellement la saison de Lillard est terminée. Thrombose, même blessure que Victor Wembanyama, blessure entre guillemets, où ils annoncent pas une fin de saison, ils annoncent que c'est à durée indéterminée, mais potentiellement on a la sensation que c'est un peu du bluff de laisser planer le oui, peut-être que Lillard va revenir. Là, ça nous dit au début que c'est positif, qu'il avance bien, qu'il a repris l'entraînement, les courses, etc. Et puis, quelques jours après, on nous dit ouais, mais en fait, ce sera trop court pour le début des playoffs. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il va revenir. Oui, ils ont pris des victoires qui leur ont donné de la confiance, mais est-ce que pour autant, ils arrivent avec autant de confiance que les Pacers au moment de commencer cette série? Je suis pas convaincu. Ok. C'est logique, effectivement. Toujours voilà, le point d'interrogation d'Emile Lillard. On sait que de toute façon, quasiment sans lui, il va leur manquer beaucoup de choses, parce qu'on sait que la profondeur qu'a pu être les Bucks n'est plus leur qualité première. Ouais. En termes d'effectifs. Ils ont essayé de récupérer un petit peu avec le trade de Kuzma, en envoyant Middleton, en se disant il est cramé, et t'essayes de recruter un joueur peut-être plus jeune, plus frais, qui va jouer. Après, on sait que Kuzma, mais depuis qu'il est arrivé, Kuzma fait du Kuzma, quoi. C'est ça. C'était un peu à prévoir. Après, on a été les premiers à trouver ce trade pourquoi pas intéressant. Pourquoi pas intéressant, parce que nous, on n'a pas le côté affectif que peuvent avoir les supporters des Bucks. On se dit juste que c'est un joueur plus jeune qui arrive. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est moyen, on va dire. C'est sûr. On va passer au joueur clé, ou en tout cas le meilleur joueur de cette série. Je pense que la question n'y est pas trop. Après, on peut entendre une nouvelle fois cette rubrique un peu différemment. Le meilleur joueur de la série, je pense que malgré une remontée au niveau d'un Tyrese Haliburton, clairement Giannis est un bien meilleur joueur. Il aura beaucoup plus d'impact pour son équipe. En tout cas, s'il n'était pas là, il serait même pas en play-off. Les Pacers, on peut se poser la question, même s'ils auraient eu forcément beaucoup plus de mal. Ouais. Après, est-ce que le joueur clé, peut-être un Damian Lillard, justement, s'il n'est pas là, le fait que la série va même pas se jouer, ou s'il arrive à être présent, justement avoir une série plus poussée en match 5, 6, 7 sur cette série. Ouais. En fait, moi, c'est un petit peu ça le truc, comme tu dis. Cette rubrique, on l'aborde pas toujours de la même manière selon la série. Le joueur le plus fort, pour le coup, c'est une série où, comme tu le disais, il y a absolument aucun débat, et ce, peu importe le niveau d'Haliburton ou le niveau de Siakam. Le meilleur joueur de cette série, ça sera Giannis Antetokounmpo, sauf s'il est blessé. Mais pour moi, le joueur clé, entre guillemets, je pars du principe que Lillard ne jouera pas. Je me dis que ça peut être Siakam, parce qu'en fait, chaque équipe aura sa star, entre guillemets, entre Haliburton d'un côté et Giannis de l'autre, chacun à leur échelle. Je m'attends pas à ce que Haliburton fasse les stats de Giannis, mais peut-être que ça va dépendre de à quel point, justement, Siakam arrive à défendre Giannis tout en étant productif en attaque. Et je me dis,
ça peut être le joueur pivot en fait un peu de cette série, même si bien sûr il va pas défendre Giannis tout seul. Mais ouais, en joueur clé, j'aurais envie d'avancer Siakam potentiellement. Ça s'entend, ça s'entend. Une nouvelle fois, ouais. C'est un peu l'interprétation qu'on peut avoir de cette rubrique. Et Ouais. ça va être un peu le débat à chaque fois. Bien sûr, comme on vous a dit, Giannis sera le meilleur joueur de cette série. Et de loin. Et de loin. Après, voilà, effectivement, Siakam, je sais pas s'il pourra le contenir. Il a la capacité à avoir la taille et le physique un peu pour le contenir. En tout cas, il arrive à avoir de la latéralité en termes de défense, etc. Et peut-être limiter les pénétrations de Giannis qui sont les plus difficiles à contenir. Et c'est ce qui fait le plus de mal en général aux équipes adverses. C'est clair. En termes de coaching, Coach, vous connaissez notre amour pour Doc. De toute façon, le meilleur coach de cette série, c'est forcément Doc Rivers, parce que lui, il faisait partie des 15 meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. D'après la NBA. En 2008, voilà. Donc, quand il avait un effectif. Je vois pas le débat. Excuse-moi. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas fan de Doc Rivers ici. S'il y en a qui le sont et on veut bien entendre vos arguments, mais allez-y. Et on préfère bien évidemment le coaching de Rick Carlisle qui a fait ses preuves. Et du coup qui arrive à mettre en place cette complicité d'effectifs et je trouve une homogénéité en termes de talent dans cet effectif des Bucks, des Spurs, des Pacers. Je vais y arriver. Des Pacers dans le sens où leur meilleur joueur, sans lui manquer de respect, n'est que Tyrese Haliburton. Ouais. Et en gros, dans ceux qui vont jouer, leurs moins bons joueurs, c'est des Nembarn, des Mathurin, des choses comme ça. Donc clairement, tu sens qu'un effectif pousse vers le haut jusqu'à la 7ème place, enfin jusqu'à la rotation du 7ème mec, avant de vraiment descendre en niveau, quoi. Et puis t'as un collectif effectivement qui est installé et une attaque qui a été mise en place par ce coach qui correspond tout à fait au matériel qu'il a, hein. Mais malgré tout, ce jeu rapide, etc., ça a clairement été sa patte quand il est arrivé. Et puis, au-delà de ça, je pense que c'est une série qui va régulièrement se jouer sur des matchs serrés. On sait que c'est des franchises qui s'aiment pas beaucoup. On sait que c'est contre les Pacers, Giannis fait souvent des gros cartons. Il arrive souvent à rouler sur la raquette adverse. Je pense que le collectif en fait d'Indiana va venir lutter contre ça. J'en parlerai un peu dans la rubrique d'après sur la bascule, parce qu'à mon avis ça se jouera un petit peu là-dessus. Et effectivement, pour rester sur la rubrique où on parle du coach, moi, si j'ai 2 fins de match avec du clutch à jouer, tous les jours je préfère donner mon équipe à Rick Carlisle plutôt qu'à Doc Rivers, parce que Rick Carlisle il a une ardoise déjà, alors que Doc Rivers il en a pas. Donc Doc Rivers il va donner la balle à Giannis et il va lui dire comment ça se passe, fais ce que t'as envie. Fonce, va tout droit de toute façon, fonce dans le tas et faire. Claque un peu. Et va dunker, non? Donc voilà. Seul petit point où je veux pas te griller ta cartouche, peut-être que c'est ça, ça sera ça ta bascule. La seule chance où les Bucks peuvent venir un petit peu lutter, à mon sens, dans le clutch, c'est si Lillard est de retour. En gros, on va switcher du coup sur la bascule et effectivement, moi, c'est ce que j'ai mis. En gros, j'ai mis le niveau de Lillard pour l'interrogation, et déjà pour qu'il soit au niveau bas, faut qu'il joue. Après, j'ai quand même nuancé dans le sens où la dernière stat des Bucks sans Lillard cette saison, ça reste 16 victoires pour 8 défaites. Ouais. Je sais pas si ça veut dire grand chose, et il faudrait regarder même en détail
contre qui ils ont réussi à faire ces victoires. Je pense malgré tout que un unique et seul joueur, justement, même tout aussi fort qu'il est comme l'est Giannis, ne pourra pas détrôner l'effectif des Pacers. Et c'est là que, quand je disais un peu d'homogénéité, c'est que, à l'inverse, les Bucks ont un très fort joueur, ou un deuxième, mais derrière, c'est tout de suite rétrogradé beaucoup plus bas en termes de niveau, quoi. Je te rejoins en tout point pour différentes choses. Sur la partie de ta bascule, et moi ça va me permettre de faire le lien avec l'événement qui fait basculer la chose pour moi, c'est que effectivement, comme tu disais, le score entre guillemets en termes de victoire-défaite des Bucks est plutôt correct sans Lillard. Au-delà de ça, quand tu regardes un petit peu plus en détail, quand Lillard ne joue pas, ils ont aussi une meilleure défense. Alors attention, on n'est pas du tout partisan de ces gens qui, par exemple, quand ils voient, il y avait eu il y a quelques saisons un passage des Grizzlies sans Ja Morant qui s'était bien passé, et les gens disaient « Ah, les Grizzlies, ça se trouve, c'est meilleur sans Ja Morant. » Non, je ne suis pas de ce bord-là. Je ne vais pas te dire que les Bucks, c'est une meilleure équipe sans Lillard, mais par contre, contre les Pacers, ça peut être intéressant d'avoir une meilleure défense contre une équipe d'attaque comme ça. Et le fait que Lillard soit absent et qu'en son absence, les Bucks ont tendance à mieux défendre, peut-être que ça peut être intéressant. Peut-être. Ensuite, pour enchaîner avec ce que tu disais, et du coup qui était mon point de bascule, j'ai l'impression que cette série-là, ça va être le collectif contre la force individuelle. Le problème un petit peu que les Bucks ont, c'est que si il y avait Lillard, ça serait aussi, pour moi, du collectif contre l'individuel, sauf qu'ils auraient deux joueurs de niveau All-Star, All-NBA dans les meilleures périodes. C'est un peu là où je voulais en venir, voilà. C'est que du coup, ils en ont qu'un seul, quoi. C'est que... c'est là, effectivement, que s'il arrive à le contenir, même si on sait que c'est très difficile et peu de gens arrivent à le faire. Mais du coup, à la limite, même si tu laisses champ libre et que tu contiens tous les autres, bah au final, t'as qu'un seul mec contre 6, 7, 8. Ouais. Bah, on va faire un peu une phase à la con, mais c'est l'union fait la force, donc en gros, il va être solo face aux autres et il risque clairement de se planter, enfin, même si c'est pas de sa faute directement en Antetokounmpo, mais de se planter contre un effectif beaucoup plus complet, quoi. Ouais. Après, s'il y a un joueur qui est bien capable de faire ça, c'est lui. Mais jusqu'où? Et en espérant, je touche du bois pour l'intérêt de cette série, que Giannis reste en santé l'intégralité de la série, parce que c'est pas comme si les dernières séries de playoffs sur les années précédentes où il est pas resté en santé sur l'ensemble des playoffs. À lui faire défaut de temps en temps. Et puis en plus de ça, d'autant plus quand tu as une charge mentale comme ça, en plus du travail, quand tu sais que Lillard va pas être là, etc., et que entre guillemets tout repose sur toi, hein, parce que c'est pas, on va attendre de Portis des bons matchs, mais je veux dire, c'est pas sur des mecs comme ça qu'on va c'est pas sur Kevin Porter Jr., c'est même Kuzma, on va en attendre, mais en vrai, la pression elle sera sur Giannis comme d'habitude. Clairement. Donc je pense effectivement que la bascule se fera sur à quel point tous ensemble ils arrivent à contenir Giannis et à faire parler leur collectif, à tous marquer des points comme ils le font en saison régulière. Siakam, Mathurin, que Nembhard arrive à faire des bons matchs, que McConnell rentre, que Miles Turner mette ses 3 points. S'ils arrivent à faire tourner leur collectif à plein régime, je vois pas de raison pour qu'ils sortent contre les Bucks, toujours en partant du principe que Lillard ne joue pas. Tout à fait. En termes de pronostics, j'ai été un peu plus modéré, voire
positif parce qu'on sait que c'est toujours des trucs un peu accrocheurs. Après, on voit tous les deux Indiana passer, toi sur un 4-2, moi sur un 4-3. C'est ça. Personnellement, en fait, je mets 4-3 sur l'imaginaire qu'un Lillard finisse par jouer ou même qu'un Bobby Portis fasse ses matchs, qu'un Brook Lopez puisse assurer quelque chose derrière Giannis et la puissance tout simplement de Giannis à lui seul qui leur permet de remporter certains matchs. Et on sait que, comme on l'a dit, plus ou moins c'est toujours des matchs disputés, des matchs où ça commence, enfin, depuis un moment déjà, à avoir une rivalité particulière. Ouais, il y a une vraie rivalité qui est née entre les deux, c'est clair. Et je pense que en étant à domicile, les Bucks peuvent potentiellement aller chercher leurs 3 matchs à domicile et à l'inverse, même que, enfin, je veux dire que chacun remporte un à l'extérieur, mais tomber sur une série en 7 matchs et ouais, je vois bien Indiana, comme on le disait un peu, finir par le remporter parce que le collectif est meilleur et leur jeu de transition en attaque est poussé rapidement vers l'avant et sur un grand nombre de points. Je sais pas si défensivement les Bucks pourront les contenir en leur permettant d'avoir, eux, 4 victoires contre Indiana. Ça me semble peu probable. Pour moi, il faut pas que... Pour ce scénario-là, comme tu disais, pour moi, il faut pas que les Bucks rentrent dans un match d'attaque, de shooting, où ça court, etc. Ils sont capables de le faire. Hein. On a vu que Taurean Prince met des points, que Edgy Griffin, quand il rejoue, ça fonctionne, il marque des points, etc. Mais il faut pas que tu ailles dans un match où il y a du rythme avec Indiana, parce qu'en fait, si ça court tout le temps, les Brook Lopez... même les Giannis, en fait, alors il a le volume, Giannis, c'est pas le problème. Sont fatigués, mais clairement, et puis si c'est il va y avoir un tel volume à assurer que pour moi, il faut pas qu'il rentre dans ce truc-là. Non, ça c'est sûr que non. Donc voilà un petit peu pour cette opposition. Je sais pas si vous voyez autre chose, si bien sûr vous voyez des Doc Rivers en étant un meilleur coach ou d'autres pronostics, on est ouvert bien sûr à toute proposition. Restez raisonnable. Toujours avec modération, c'est important. Je tiens à mettre en vidéo ce que j'ai dit à notre cher Mathéo, à qui on passe le bonjour. Profite bien de cette dernière série de Giannis Antetokounmpo avec les Bucks. Parce qu'en fait, quand il va avoir perdu celle-ci, il va en avoir marre d'avoir tout donné, et cet été, il sera transféré à Houston. Voilà. Donc... Merci. Non, mais c'est important N'oubliez pas que cette personne est déjà éliminée des brackets. Parce qu'il s'est déjà trompé sur les play-in. Oui, mais je te l'ai dit aujourd'hui, nous, ce qu'on vise, c'est le titre. Bien sûr, c'est le plus important. Les play-in, c'est pour amuser la gamelle. C'est pour les petits, je laisse ça aux jeunes. Face aux jeunes. N'oubliez pas toujours de liker, partager, des petites étoiles à droite à gauche sur les podcasts, des partages, des abonnements sur toutes les plateformes, des réseaux sociaux que vous connaissez bien sûr. Et puis on se retrouve très rapidement pour des prochaines vidéos. Suivez bien cette série, ça va être intéressant. Cette série sera fortement intéressante, en tout cas, il y aura de l'opposition. On vous laisse là-dessus. Et on se retrouve bientôt, bien sûr. Ah oui, on enchaîne sur les previews de ces playoffs et ce premier tour. Ciao. Ciao.